Jaya Rose est mon invitée dans Les Gossures aujourd'hui. Jaya Rose est chanteuse. On écoute sa musique à l'arrière d'un Uber avec une jupe à paillettes en se posant 1000 questions. Et Jaya Rose, c'est aussi un cocktail entre fraîcheur et voix douce. Bienvenue à toi dans cette émission. Ça va, ma présentation, c'est mignon, non? J'adore. C'est un peu le mood. C'est un peu le mood. Quand j'écoute tes sons, c'est comme ça que je ressens la chose. Alors, t'es mon invitée aujourd'hui. On ne s'est jamais quand rencontrés, toutes les deux. Oui, c'est la première fois. Donc, moi, je t'ai déjà vu, mais bon, tu m'as jamais vu. J'ai déjà vu sur scène, on en parlera un peu plus tard. Okay. Mais le programme du jour, déjà, c'est qu'on va commencer par tes débuts. Yes. Donc, si je dis pas de bêtises, tu viens de Bordeaux. Ouais, c'est ça. Tu viens de Bordeaux. Comment se passe ton enfance à Bordeaux? Comment se passe ta vie d'étudiante? Comment arrive la musique dans ta vie, surtout? Ok. Du coup, j'ai grandi dans une petite campagne à côté de Bordeaux. Et du coup, l'ennui a laissé place à beaucoup de créativité, on va dire. Et j'ai écouté beaucoup de musique plus jeune. J'ai découvert la musique surtout via les clips. Donc, un aspect très visuel. Je dansais devant les clips de Beyoncé, de Destiny Child, de Michael Jackson. C'est bon, on va s'entendre. C'est ça, t'as gâté. Mais attends, quand tu dis les clips et que tu reproduis les chorés, c'est ça ton truc? Alors, reproduire, c'est un grand mot parce que je suis assez petite. Mais en tout cas, ouais, j'essaye. J'essaie de reproduire, en tout cas, les clips que je regarde et de chantonner, en tout cas, les airs que j'entends. J'écoute beaucoup la radio aussi. C'est mes premiers CD de titres que je peux avoir. Je suis trop contente. Et voilà, donc c'est comme ça que la musique rentre dans mon cœur, on va dire. Et ensuite, j'ai poursuivi plus avec l'aspect danse. Et au final, c'est quand j'arrive à Paris, donc un peu plus tard, que j'ai un réel coup de cœur, on va dire, ou un déclic en tout cas pour le chant, que j'assume un peu plus hors que ma salle de bain, on va dire. Et je commence vraiment à chanter du coup en faisant des covers, je sais pas, d'Alicia Keys ou de chanteuses que j'écoutais aussi plus jeunes, chanteuses françaises. Et voilà, je commence à chanter comme ça et à écrire mes premiers titres, comme 4h du mat qu'on a écouté tout à l'heure. Ouais. Et voilà. Alors, tu fais de la danse, tu fais quoi comme style de danse à l'époque? Alors, j'ai un peu navigué, un peu découvert différents styles de danse. J'aimais beaucoup le classique. Quand j'étais toute petite, j'étais fascinée par le classique. Et en fait, très vite, il y a le film Step Up, Sexy Dance, qui arrive dans ma vie. C'est lequel ton préféré? En vrai, c'est le deuxième. Pareil. Avec Andy et tout. Adam, Sevani et tout. Mon nom Facebook, c'était Elena Andy. Putain, non, j'étais matrixée. Ah ouais. Ah, t'étais une vraie go alors. Non, mais j'ai eu un moment où c'était Elena Andy Knowles. Parce que j'étais vraiment tarée. Donc, non, vraiment, Step Up, c'était un vrai truc. Hein. Ouais. La scène sous la pluie. Dingue. Voilà. Que personne n'a su reproduire, mais. T'as essayé? J'ai essayé. On essaye encore parfois. Mais ouais, en gros, je suis matrixée par ce film. Et en fait, je suis tombée amoureuse du hip-hop et ma découverte de YouTube, où là, du coup, je découvre le monde underground en vrai hip-hop, les battles et tout. Je regarde ça en boucle, je danse dans ma chambre en boucle. Et en fait, ça me fait du bien en fait de danser, comme d'écouter la musique aussi totalement. Et j'ai fait aussi un petit peu de contemporain aussi. Oh, trop bien. Voilà. Donc vraiment, j'aime la danse quoi. Il y avait une époque sur MTV, je crois, il y avait une émission de danse. De compète et il y avait Jabba Wonkies et trucs comme ça c'était des trucs que tu regardais? J'avais pas MTV, mais c'est des trucs que je regardais un peu sur YouTube. Après, je me rappelle d'une émission qui était, je sais pas, sur la 11. C'était... Bon, j'ai plus le nom. mais ouais, en gros, il y avait des compétitions de danse assez souvent à cette période-là, genre vers 2010 et tout. Ouais, je regardais pas mal. Il y a eu une petite hype. Ouais, c'est ça. Il y a eu une petite hype un peu sur la danse et tout. Et ouais, du coup, j'étais à fond dans la danse, quoi. Contrairement au chant, la danse, t'as jamais voulu en faire ton métier, par exemple? Si. Ok. En vrai, c'est quand même. Ah, donc c'était sérieux, en vrai. Ouais, c'est vraiment. Je voulais danser et c'est ça qui m'a fait venir à Paris, en fait. Et c'est même via la danse que j'ai concrétisé, on va dire, mon projet chant, au final. Et ça fait toujours partie de mon quotidien, d'ailleurs. Je continue de danser toujours, d'organiser des événements autour de ça aussi. Donc, c'est quelque chose que je lâche pas, on va dire, que j'aime beaucoup et même si j'en ai l'occasion aussi, que je peux incorporer encore plus dans mon projet chant. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer. Ok, voilà. trop bien. Quand tu commences à chanter, alors tu vois, des fois, t'écoutes des sons. Par exemple, je dis une bêtise, moi, je vais écouter de la soul, mais je suis incapable de chanter de la soul, tu vois. Est-ce que toi, t'as eu cette réalité en mode, ok, j'aime bien un genre musical, mais est-ce que je vais réussir à le reproduire? En vrai, c'est un peu comme ça. Enfin, apprendre à chanter, c'est un grand mot, mais c'est vraiment comme ça. J'étais vraiment le genre de petite fille
qui mimait en fait les chansons. Alors, je disais pas que je le faisais bien. Ouais, mais t'imitais la voix de... Ouais, c'est ça. Genre, Ok. j'écoutais vraiment l'album, tu vois, d'Alicia Keys. Et j'essayais d'aller reach les notes qu'elle fait, tu vois. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris à chanter, en mimant, on va dire, les chansons. Est-ce que t'as pris des cours de chant? J'en ai pris quelques-uns, justement, quand j'ai intégré l'école d'art du spectacle. Et c'est là où, vraiment, un peu plus sérieusement, un peu mieux, on va dire, j'essaie de reproduire en faisant des covers les voix. Et ouais, du coup, j'ai pris les cours de chant. Mes premiers cours de chant, c'était là. Ok. Ouais. Quand tu commences à prendre la chose un peu au sérieux, Ouais. est-ce qu'il y a une personne dans ton entourage qui a vraiment cru en toi ou qui t'a poussé? En vrai, c'était plus une personne de mon école de danse. Ok. C'était un de mes profs, en fait, qui avait vu, quand j'ai commencé à chanter, à écrire, j'ai posté mes petites premières vidéos sur Instagram, tu vois, juste comme ça, en mode coucou, je chante aussi. Et en fait, c'est lui qui m'a fait rencontrer, en gros, mon premier label avec qui j'ai signé. Donc, ouais, je dirais que c'est lui, du coup, qui m'a boosté, en fait. Est-ce que c'est à cette période aussi que tu vas peut-être avoir ta première expérience en studio? Ouais, totalement. Totalement. Première expérience en studio. Tout arrive, toutes les premières fois, en gros, écrire des chansons en français, parce que j'étais pas très à l'aise avec le français au début. Donc, j'écrivais des chansons en anglais, même si je suis pas ultra bilingue. Mais en gros, ouais, première expérience en studio, première chanson en français. Donc, beaucoup de premières fois. Et des très bons souvenirs d'ailleurs. Est-ce que la question justement d'utiliser le français ou l'anglais dans tes sons, ça a été un petit peu un struggle pour toi en mode qu'est-ce que je fais? Ouais, alors, en vrai, j'étais pas à l'aise en anglais au point de me dire ok, j'écris que en anglais. Et du coup, c'était un challenge le français parce que c'était être plus honnête, on va dire, ou plus, enfin, mettre ses émotions de façon brute à l'écrit, être plus sincère, on va dire. Donc, c'était un challenge aussi de trouver une manière d'écrire qui me corresponde. Où j'avais un peu, à l'époque, j'avais un peu cette mentale de me dire ouais, je trouve que ça fait pitié un peu d'écrire en français. Mais J'arrivais ouais, pas du tout à tourner les phrases, tu vois, en mode je capte. comment mettre mes feelings genre, sur la table Non, mais c'est vrai. en écrivant en français, tu vois, je trouve ça super dur. Et du coup, c'est là où ça a été peut-être un struggle. Mais au fur et à mesure, c'est un challenge. Et du coup, c'était hyper agréable de réussir à tourner des phrases et que ça soit agréable à l'oreille, tu vois, parce que c'est une langue super riche. Donc, Ouais, c'est vrai. Mais peut-être que ce problème-là, il vient aussi du fait que tu as dû sûrement écouter plus de R&B anglophone que Ouais, français, c'est vrai. tu vois. Donc, C'est- logiquement, quand tu veux reproduire ou toi écrire, tu te dis ouais, mais ça fait plus stylé si je le fais en anglais. C'est ça, ouais, mon éducation musicale, elle a été vraiment très anglophone. Et même les sons que j'écoutais à l'époque, enfin, au moment où j'ai commencé à écrire, c'était vraiment vachement d'artistes UK ou d'artistes américaines, en fait. Donc, genre, je sais pas, Georgia Smith, I Am DDB, les débuts de Summer Walker aussi. Enfin, que de l'anglais. Du coup, c'était hyper dur d'éduquer l'oreille aussi à écrire en français. Mais ça m'a aussi reconnecté avec des sons en français que j'écoutais plus jeune, tu vois, comme Corneille, comme Grave. Némir, qui est... Enfin, du coup, quand moi, je commençais à écrire, il revenait un peu sur le devant de la scène et tout. Donc, c'est des artistes comme ça qui m'ont poussé aussi à me dire, OK, bah, en français, pardon, ça peut être hyper bien, en fait, hyper intéressant aussi. Et même, ouais, tu vois, je réécoutais genre Leslie, Zao, certaines chansons aussi, même Shime, parce que j'avais son premier album quand j'étais petite. Et du coup, ça m'a poussée à réécouter aussi du français pour écrire. C'était plus simple, en fait, en rééduquant son oreille, en fait, au français, tout simplement. Je sais pas si tu as cette impression-là, mais je sais même pas si on est à peu près de la même génération, mais toi, toutes les artistes que tu viens de citer, moi, je les trouve trop forts, là, à l'instant T. Et à l'époque, je me disais, ah, les Américains, ils les éteignent quand même un peu. Et en fait, maintenant que je les réécoute, je me dis, non, c'était vraiment quelque chose, ce qui se passait. Ouais. En vrai, c'était... je trouve que, du coup, ça... J'ai grandi, du coup, en étant jeune, du coup, je trouve que c'était notre âge d'or à nous du R&B, on va dire, tu vois. Et c'est vrai qu'il y avait certains morceaux qui étaient très inspirés des États-Unis et en même temps, à la fois, pas du tout. Je trouve, tu vois, sur certains artistes comme Corneille ou même comme Zao qui ont leur ADN, leur histoire. Grave. Et en fait, quand tu réécoutes les morceaux, bah, d'une, ça vieillit pas. Enfin, je trouve que moi, je réécoute certains morceaux et je suis à fond. Je trouve que ça n'a pas vieilli, ça n'a pas pris une ride. Je suis toujours autant touchée, tu vois, quand j'écoute ces sons-là. Et ouais, en fait, ça dépend des artistes, je pense, mais on a de la chance d'avoir des artistes francophones qui ont une ADN super forte et qui utilisent le français, mais merveilleusement bien. Tu as une petite chance aussi, on va dire, dans la temporalité quand tu arrives, parce qu'il y a toute une période qui, selon moi, était un désert en tant qu'auditeur de R&B, tu vois. Genre, on a souffert de ouf, genre vers 2010 jusqu'à 2015. Ouais. Moi, je dis souvent que c'est peut-être Bryson Tiller qui a
arrêter ce De truc, ouf. tu vois. De ouf, de ouf. Avec Eric Bellinger aussi, tu vois, Voilà. des petits artistes qui se sont dit, on est là. Parce que quand ils sont tous partis là avec David Guetta, moi j'en pouvais plus. Ah ouais. Et c'était compliqué. Et toi, t'arrives à un moment où en fait, tu peux revivre de la musique et revivre surtout du R&B. C'est ça. Mais du coup, même en tant qu'auditrice, je pense que ça a fait ça pour beaucoup de nouvelles artistes qui sont sur la scène maintenant, qui assument le côté R&B. Grave. Je pense que toute cette période-là, avec les Bryson Tiller, toute cette nouvelle scène R&B, Neo Soul et tout, bah, je pense que ça a été un déclic aussi de se dire ah, ok, ça revient, on kiffe quand on écoute. Donc, ça donne envie aussi, ça inspire, tu vois, à faire aussi, à se rapprocher de ces sonorités-là, en tout cas. Grave. Il y a un titre qui te tient à cœur, j'ai l'impression, et aussi qu'il y a beaucoup de streams Voilà. dans ta discographie. C'est 4h du mat, qu'on a écouté tout à l'heure. Yes. Est-ce que tu te rappelles de la séance studio de ce morceau? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce morceau? Alors, bah, en vrai, je me souviens surtout du moment où je l'ai écrit, Ok. plus que la séance studio, parce que c'était mes débuts. En vérité, ça fait partie des premiers morceaux que j'ai écrits 4h du mat. Et du coup, bon, c'était pas une période hyper facile pour moi. Et vraiment, je l'ai écrit à cœur ouvert, tu vois. Genre, j'en avais besoin, en fait, d'écrire sur ce sujet-là. Et ça a été hyper thérapeutique, en fait, comme EP, et notamment sur ce son-là. Et du coup, bah, il était vraiment 4h du mat. C'est un peu cliché, mais c'était vraiment la nuit, tu vois, quand j'écrivais. Et j'étais un peu, genre, c'est un peu dramatique comme story, tu vois. Genre, j'étais dans le noir, j'écrivais et tout. Et je pleurais. Enfin, j'étais Oh non. dépenotée, tu vois. Genre, vraiment, c'était très drama. Mais ça s'est vraiment passé comme ça, tu vois. Et du coup, je suis allée au studio et j'ai essayé de retranscrire au mieux ce que j'ai ressenti quand j'ai écrit la chanson, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce titre-là fonctionne plus que les autres, tu penses? Bah, du coup, si je me fie au process d'écriture, bah, je pense que c'est celui où j'ai été le plus honnête sur mes sentiments, tu vois, où vraiment je me suis dit, en fait, vas-y, je l'écris comme je le ressens, comme je pourrais le raconter à une copine ou à quelqu'un. Et du coup, je pense, ouais, c'est celui où j'ai été le plus direct dans l'écriture. Donc, je pense que être real, ça peut parler en fait à tout le monde. Enfin, c'est la conclusion que j'en ai tirée en tout cas du fait qu'il ait fonctionné comme ça en tout cas. Ok, là 2024, quand même une année importante parce que tu as sorti ton premier album, ouais. Star Magazine. Comment t'as bossé déjà cet album? Sur combien de temps tu l'as bossé? Alors, il y a des morceaux qui datent de 2021. Ok, wesh. Ouais. Mais tu les avais vraiment gardés pour le moment clé. C'est ça. Parce qu'on ne les avait pas sortis avant et je trouvais que ça collait. Mais le vrai moment, on va dire, où j'ai commencé à travailler sur l'album, c'était en été 2022. Ok. Tu vois, on a fait la première résidence, on s'est dit ok, on fait des nouveaux morceaux et on sait que c'est pour l'album. Où j'avais commencé à réfléchir aussi un peu à un concept. Du coup, le concept de l'album, c'est que ça reprend, en fait, chaque titre reprenne une rubrique de magazine de mode féminin. Du coup, j'avais cette idée-là en tête et je me suis dit, ok, du coup, j'ai un certain panel de sujets que je peux aborder. Je me limite pas trop non plus, mais j'essaie quand même de rentrer dans ce concept-là, quoi. Du coup, ouais, c'était en été 2022, première résidence. Ok, donc jusqu'à maintenant, 2 ans plus tard. C'est ça. Ouais, ça n'a pas été en continu, bien sûr. On a fait plusieurs résidences un peu par-ci, un peu par-là. Je travaille avec des nouveaux beatmakers aussi, donc c'était hyper enrichissant comme expérience. Comment tu vis justement le truc de travailler avec des nouvelles personnes? Là, il y a des feats encore, tu vois, genre d'aller contacter des artistes, te sentir, je sais pas, peut-être légitime de se dire, viens sur mon projet, je fais du R&B, c'est lourd, viens, tu vois. Ça se passe comme ça ou pas? En vrai, un peu. Genre, j'étais hyper honorée déjà que je suis hyper contente d'avoir pu collaborer avec les 3 artistes qui sont présents sur le projet, quand même les beatmakers aussi, parce que il y a eu différents processus. Autant j'ai mis une petite story et j'étais en mode ok, envoyez-moi des posts et tout, je travaille sur un nouveau projet et j'ai reçu plein de sons et tout, donc j'étais hyper contente. Et autant c'était hyper enrichissant aussi d'être en studio aussi avec les artistes, tu vois, de les rencontrer, qu'on parle, qu'on échange. C'était une des premières fois en vérité que ça se passe comme ça pour moi, que vraiment, tu vois, on enregistre en studio, on est ensemble, on échange, donc c'était hyper enrichissant. Et ouais, j'étais hyper fière en vrai d'avoir ces feats et tout sur l'album. C'était trop bien. Une belle ascension. Comment ta famille, tes proches voient ça, enfin le fait que tu aies choisi une carrière artistique? Il y a eu, je pense, comme beaucoup,
il y a eu un peu d'appréhension. Mais pour moi, c'était en mode... c'est ça ou rien. Genre, j'aime trop tout ce qui est créatif, tout ce qui est artistique. Donc, je ne me voyais pas faire autre chose. Au début, j'étais un peu dans le déni de me dire, OK, faut que je trouve une voie plutôt en backstage. C'est-à-dire... t'as pas de plan B, là? Bah, tu vois, genre en mode, je sais pas, t'as fait des études, t'as un truc où tu t'es dit, OK, vas-y, tu sais quoi, si ça marche pas, au pire, je vais là. Ah ouais? OK. Non, c'est pour ça j'ai la chance que ma famille me soutienne. Parce qu'en fait, j'ai fait, tu vois, j'ai passé mon bac, j'ai fait 1 an genre de licence. Et ma mère m'a dit, OK, si tu le sens pas, tu feras ce que tu veux. Donc, j'ai vraiment eu cette chance-là quand même d'avoir ce support-là. Vraiment. Merci, maman. Et ouais, j'ai choisi d'aller dans la danse et je lui dis, OK, bah, il n'y a pas de plan B. Vas-y, je vais réussir à faire ça. J'y vais. Et au final, ça m'a menée à la musique. Et quoi qu'il arrive au monde artistique, parce qu'il y a tellement de facettes dans la créativité, dans le milieu artistique que j'adore. Et même au final, maintenant, en tant qu'auto-entrepreneur, je me retrouve même à tester aussi de faire de la com. Ça m'a mené aussi à faire des expériences dans le stylisme. Là récemment aussi en tant que réal aussi. Purée. Donc franchement, il y a tellement de facettes que j'aime et j'ai envie de développer au maximum. Au final... je leur ai dit, il n'y a pas d'autre choix, je vais réussir dans ça, faites-moi confiance, ça va aller, vous avez eu raison de miser sur moi et d'investir. Vous écoutez toujours Move, l'émission Les Gossures avec notre invitée Jaya Rose. Aujourd'hui, on a déjà bien parlé de tes débuts, de ton envie de faire de la musique au début quand tu étais assez jeune. On va découvrir aussi tes inspirations. On a aussi écouté 4 morceaux à toi, donc là maintenant, on parle d'autres personnes. J'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que tu as une famille de mélomanes. Ouais. Alors, qu'est-ce que je dois comprendre par là? Est-ce qu'il y a des gens qui jouent des instruments dans ta famille? Qu'est-ce qui se passe? Alors, non, personne ne joue des instruments, mais c'est tous des passionnés de musique, on va dire. Donc, j'ai toujours eu de la musique à la maison, en fait. Ma mère, elle se réveille, elle écoute la radio, elle écoute Radio France, elle écoute du classique, elle écoute de tout. Elle a vraiment une discographie chez elle. Enfin, je sais pas si ça se dit du coup, mais elle a une culture musicale assez elle a plein de CD, large. hyper variés. Ça va de soprano à, je sais pas, Manu Dibango. Enfin, elle écoute vraiment de tout. Donc, j'allais fouiller dans ses CD, écouter un peu de musique, un peu de jazz, Aretha Franklin. Enfin, beaucoup d'artistes différents, de genres de musique différents. Et mon père aussi a toujours aimé la musique. Il regardait des concerts, je sais pas, de Taboulé Rochereau à la télé, ou de Koffi Olomide. Donc, il y a toujours eu la musique à la maison. Donc, c'est dans ce sens-là. Je dis mélomane, mais c'est vrai qu'ils sont pas du tout dans le milieu artistique. Ok, d'accord. Mais bon, ça a permis à ce que toi aussi, tu t'intéresses peut-être à plusieurs genres musicaux, j'imagine. Ouais. Et ça fait aujourd'hui ta musique à toi. C'est ça. Ouais, tu as cité tout à l'heure certains artistes que tu aimais quand tu étais plus jeune. Beyoncé, les Destiny Child, les trucs comme ça. Ouais. Y a qui d'autre dans ton MP3 quand t'es jeune? Alors, dans mon MP3, il y a du Emery. Ok. Il y a... en vrai, il y a beaucoup de choses. Il y a J-Lo aussi, Jennifer Lopez, à l'époque. J'ai eu ma période aussi plus variété française, on va dire. À un moment, j'écoutais Bébé Brune. Mais il y avait une hype. Ouais, tu vois. Je peux comprendre. Les musiques populaires, en fait, de l'époque. Tu vois, ce qui pouvait passer à la radio et tout, j'écoutais beaucoup. Il y a eu du Section d'Assaut, en vérité, aussi. Je dirais qui? En vrai, il y en a beaucoup. Ah oui, les Pussycat Dolls. J'ai adoré les Pussycat Dolls. On a eu notre période. On a eu notre période des Pussycat Dolls, alors qu'on ne savait pas ce que ça voulait dire, mais bon. C'est ça. Mariah Carey aussi. Un peu de Mariah Carey. Beaucoup de singles, en fait, tu vois, d'artistes. Je sais pas, je regardais la Star Academy, donc j'ai eu un CD 2 titres de la Star Academy aussi. Et ouais, pas mal d'artistes comme ça. Et sinon, actuellement, dans la nouvelle génération, du coup, de R&B qui vient d'arriver. Ouais. Alors, j'aime beaucoup... beaucoup d'artistes de la scène UK. J'aime bien voir ce qui se passe. Là, récemment, pour moi, c'est le son de l'été. Il y a un son, le titre, c'est Just Two de Gwan. Je sais pas si je l'ai dit bien. Ok, mais le son, il est archi bien. J'aime trop. Sur la scène française aussi, il y a pas mal d'artistes que j'aime beaucoup. En vrai, j'aime les artistes plus populaires. Donc, j'ai bien aimé Franglish, son dernier album aussi. Le dernier album,
Du coup, ça, je passe à la scène carrée, mais le dernier album de Bryson Tiller, j'aime beaucoup. Qui est sorti en avril, là. Whatever She Want. Ouais, j'ai trouvé grave des bons sons là-dedans. Le son Ciao, le Calypso. C'est ça. Très, très lourd. C'est très, très bien ce qu'il fait. Après, là, dans l'année, moi, celle qui m'a bousillée là, dans toute l'année qui s'est écoulée, c'était Victoria Monet. Victoria Monet, c'est On My Mama. J'ai grave kiffé. On t'a demandé, pour préparer l'émission, que tu choisisses 2 morceaux d'inspiration. Est-ce que tu te rappelles lesquels tu as choisis? Alors, lesquels j'ai choisis? En vrai, j'en citerai un, du coup, plus ancien, qui m'a beaucoup marqué. Du coup, j'ai cité Emery, One Thing. Ouais. Parce que, du coup, pour la prod de Rich Harrison, c'est un producteur que j'ai énormément écouté, sans le savoir, plus jeune. Mais en grandissant, du coup, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de morceaux que j'aimais de lui, en fait. Les morceaux de J-Lo, avec qui il a travaillé, les morceaux de Beyoncé aussi, sur B-Day. C'est un album que j'aime trop. Et en fait, il a produit énormément de morceaux dessus et du coup, j'ai adoré. Donc, je dirais Emery, One Thing. Et, je sais pas, je dirais un morceau... L'autre, tu t'en souviens? Un morceau plus récent. Je l'ai écrit là, donc te trompe pas. C'est une meuf aussi. Ouais. Atlanta. De Summer Walker. Ouais. Obviously. Summer Walker, alors je sais pas quel titre j'ai choisi. Girls Need Love. Girls Need Love. Alors après, on met celui que tu veux. Il y a le remix avec Drake ou il y a celui où elle est toute seule. Celui où elle est toute seule. Celui où elle est toute seule, ok. Forcément, c'est celui que j'ai découvert en premier. Mais en vrai, il y en a plein que j'aime d'elle. En fait, j'adore ses albums, donc... Ouais, mais Girls Need Love, c'est bien. Parce qu'en vrai, c'est le premier titre avec lequel je l'ai découvert. Et j'ai écouté en boucle ce morceau. Ok, donc, ouais. On va écouter les 2 sons qui t'inspirent alors. Okay, je valide de ouf. Vous écoutez Les Gossures, on est toujours sur Move avec Jaya Rose qui est mon invitée aujourd'hui. On a parlé du début de sa carrière, de ses inspi, des artistes qu'elle aime bien et surtout on va passer au live dans quelques minutes. Yes. Et donc tout à l'heure je disais on s'est jamais rencontrés mais moi je t'ai déjà vue sur scène. Ok. Je t'ai vue sur scène, c'était cette année, c'était le 14 février. Ok. T'as fait la première partie de Maria the Scientist. Ouais, ok, t'étais dans la salle. Ouais, okay. J'étais dans la salle et j'attendais ce jour, mais depuis des années en fait, parce que je voulais trop voir Maria the Scientist. Et j'ai eu un coup de cœur pour toi quand je t'ai vue sur scène. Et c'est pour ça qu'après je me suis battue, je me suis dit faut qu'elle vienne dans les Gossures, faut qu'elle vienne. Cool. Comment t'as vécu ça? Comment t'as été même contactée par son équipe? Moi, c'était incroyable. Je reçois un DM sur Insta de Live Nation. Ok. En mode, est-ce que t'es dispo et tout le 14 février pour faire la première partie de Maria the Scientist? Et j'étais là, what? Trop contente parce que j'adore cet artiste. Donc, j'étais là, let's go, moi, je suis chaud. C'est parti. Et pas trop de réponses pendant un petit moment. Et genre, je crois, une semaine avant, il me confirme que c'est bon. Donc, je suis là, let's go. Je suis ready. Et donc, trop contente d'être contactée pour la première partie. Adorable, ça se passe super bien. C'était trop cool aussi de l'avoir sur scène. Moi aussi, j'avais hyper hâte de l'avoir sur scène. Grave. Donc, un plaisir. Et elle est trop gentille en plus, trop mignonne et tout. Enfin, c'était trop bien. J'étais hyper contente. Premier Bataclan en plus, donc trop contente. Et la Saint-Valentin. Ouais, t'étais habillée tout en rose. Ouais, c'est ça. Comme elle. Tout était prêt. Il y avait des lettres avec écrit Jaya Rose derrière toi et tout. C'était trop cool, pardon. Est-ce que t'as pu parler avec elle en backstage ou des trucs comme ça ou pas? Alors, j'ai pas trop eu le temps de parler avec elle en backstage. À la fin de mes balances, on s'est salué. J'ai parlé un petit peu avec sa team et tout. Et vraiment adorable. C'était hyper cool. Est-ce que dans la globalité de l'expérience live, c'est quelque chose qui te stresse, la scène? Ah non, pas du tout. Enfin, j'ai toujours cette petite adrénaline avant de monter sur scène. Mais la scène, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore être sur scène, j'adore partager. Il y a toujours un challenge. Après, forcément... Il y a toujours des moments, peut-être que j'apprends quand je fais des nouveaux morceaux, etc., le temps de les roder. Mais c'est toujours un plaisir, en fait, de rencontrer les gens, même les gens qui ne te connaissent pas. Justement, c'est un challenge de les faire adhérer, de les faire kiffer et qu'ils ressentent aussi, tu vois, ce que je veux partager avec ma musique, le fait qu'ils soient touchés. Tu vois, dès que je fais 4h du mat, tu vois, ça parle direct, tu vois. C'est vrai, mais tu le présentes salle. En plus le son. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, où tu dis, ce son-là, écoutez, c'est ça. Je l'ai écrit comme ça. C'est ça. Donc, c'est vraiment, je trouve, le meilleur moyen de partager avec les gens. Et le partage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui m'a fait aimer la danse aussi. Donc, c'est ce que j'aime, en fait, à travers l'art, c'est l'aspect de partage, tu vois. Donc, la scène, c'est le meilleur moyen. C'est un peu la confirmation, la scène, selon moi, tu vois. Genre, même quand je kiffe un artiste, si je vais le voir et que c'est cool, je l'aime encore plus après. Ouais. Et tu te dis, j'ai trop envie de réécouter ces sons. Et je trouve, en plus, en tant que, du coup, auditrice,
écouter un son en live, parfois, tu as vraiment une autre dimension que quand tu l'écoutes avec ton casque et tout, qui peut être trop bien, mais ça apporte une autre dimension au morceau aussi. Et du coup, vraiment, la scène, c'est un endroit, un espace et surtout un challenge, quelque chose que j'ai envie de développer, tu vois, encore plus. Les concerts, c'est ça qui m'a motivée, en fait. Genre, j'ai pas vu beaucoup de concerts, mais tu vois, genre, le peu de concerts que j'ai vus, notamment ceux de Beyoncé, j'ai eu la chance de l'avoir 3 fois au Stade de France, genre. Et à chaque fois, je sortais de là, j'étais boostée, en fait. Je me disais, mais ok, mais c'est ça que je vais faire, c'est trop bien, tu vois. Ça te fait ressentir des choses, tu vois, tu pleures. C'est cette émotion-là, en fait, qui est trop forte. Et je trouve que c'est quelque chose que tu peux retrouver que sur scène, ce type de sentiment-là, tu vois. C'est un truc un peu inexplicable et tout, cette espèce de magie, que tu sois autant auditeur que du coup, moi, en étant sur scène, c'est vraiment quelque chose d'inexplicable. Je comprends de ouf. Est-ce que tu as là en souvenir peut-être une de tes scènes les plus impressionnantes? Un moment qui t'a marqué de toi sur scène? Alors, la scène qui m'a le plus impressionnée, où du coup, on peut dire que j'étais un peu stressée pour le coup, c'était au Bataclan. Ça, j'avoue, c'était un peu impressionnant, tu vois. C'était vraiment un gros challenge. Et sinon, j'ai pas vraiment de moment le plus marquant, parce que chaque scène est différente et chaque scène est magique, en vrai. Donc, à chaque fois que j'ai l'opportunité de monter sur scène, c'est the moment, tu vois. C'est de me dire que c'est le moment que j'arrive à créer, c'est ça, tu vois. Que ce soit un souvenir que j'aime beaucoup. Mais non, franchement, à part le Bataclan, ça reste gravé. Ça veut dire qu'il faut les créer. Ouais, c'est ça. Il va falloir les créer. En vrai, la place... Si, en vrai, je mens. À la place hip-hop? Ouais, à la place hip-hop, c'était la première fois, en fait, que je chantais certains morceaux de mon nouvel album. Et ouais, c'était trop bien. Et puis, j'ai vu qu'il était adorable. Et franchement, j'ai trop aimé ce moment. Ouais, je dirais que ma best scène, ce serait là, ouais, à la place. Récemment, là, c'était fab. Et puis même, je partageais la scène aussi avec des bêtes d'artistes, avec Ruti, Furlax. C'est vrai. Du coup, c'était vraiment top. Cette scène-là, ouais, dans mon cœur. Merci beaucoup, Jaya Rose, pour cette petite heure ensemble. J'espère qu'on a permis aux gens de découvrir un petit peu plus ton personnage, ce que tu aimes, et puis aussi des sons de ta discographie. Tu vois, on a écouté pas mal de sons de toi, finalement. J'ai adoré ce moment avec toi, parce que j'aime trop le R&B. Je suis trop contente, du coup, d'avoir quelqu'un en face de moi qui kiffe autant ce genre musical. Vraiment, ça fait plaisir de ouf. Et ça fait plaisir aussi de savoir que tu es dans cette nouvelle génération d'artistes qui vont continuer de faire vivre le genre en France. Donc, merci beaucoup à toi. Merci. Est-ce que tu as des petits projets là pour fin 2024, début 2025, où tu te vois? Qu'est-ce que tu prépares? Dis-nous tout. En vrai, on retourne au studio, hein. Donc, déjà? Ouais, hein. Tranquillement. Tranquillement, on prend le temps, on continue d'écouter Star Magazine. Mais ouais, de retour au studio, donc je pense qu'il y a de nouveaux morceaux tranquillement qui arrivent dans vos oreilles. Toujours plus de R&B, quelques scènes. Et voilà. Ok, merci beaucoup, Jaya Rose, d'avoir été avec moi. Évidemment, les lives que tu as fait seront disponibles en vidéo sur les réseaux sociaux et en exclu aussi en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Et voilà, on se retrouve très vite, nous, pour les Gossures avec une nouvelle invitée. Merci encore une fois, Jaya Rose, d'avoir été avec moi. C'était trop cool.